bienvenue dans cette émission intitulée Pleine Page. Il y sera question, bien entendu, de l'actualité littéraire, de l'écriture et de la lecture. Aujourd'hui, nous avons choisi de recevoir deux auteurs, ils sont vendéens tous les deux, et nous les avons choisis parce que leurs ouvrages traitent de cette catastrophe naturelle. Vous vous souvenez, c'était l'année dernière, au mois de février, autrement dit, la tempête Xynthia. Bonjour à l'un et à l'autre. Et Fiona Loriol, vous êtes auteur, vous, de Xynthia, Paroles de sinistrés, un livre qui est édité aux éditions La Bruyère, et puis un confrère, Philippe Eccal, journaliste à Ouest France. Lui, son livre s'intitule Xynthia, l'enquête, tous coupables, avec un point d'interrogation. C'est paru aux éditions des Chantuseries, un éditeur vendéen aussi, puisqu'il est du Poiré-sur-Vie. Je ne me trompe pas, c'est bien ça, l'un et l'autre? Oui, tout à fait. Je vous ai bien présenté. Alors, première question pour Fiona Loriol, question bateau, mais nécessaire. Qu'est-ce qui vous a motivé pour écrire ces paroles de sinistrés, d'autant plus que, quand on lit votre livre, on a l'impression que vous êtes légèrement en colère. En fait, c'est mon père qui m'a donné l'idée, parce que j'arrêtais pas de lui râler dans les oreilles, en lui disant mais c'est pas possible que ça se passe comme ça en France, qu'il y ait autant de désorganisation, d'anarchie, etc. Et il m'a dit toi qui adores écrire, au lieu de me râler dans les oreilles, écris. Et tu verras si ça fait bouger les choses, au moins tu auras laissé une trace de passage, tout simplement. Vous avez fait témoigner beaucoup de gens, que vous avez pris comme ça, des retraités, des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes, et vous avez aussi interrogé des professionnels. Je vois à la page tout au début, 11 de votre livre, que vous avez interrogé par exemple des pêcheurs. Oui. Et aussi les pompiers, ça sont pour les gens qui sont venus secourir les sinistrés. Et là, on sent toujours un fond de colère dans vos propos. Alors, qu'est-ce qui ne marchait pas dans la pêche, chez les pompiers, chez les gens? Non. Là, les témoignages que j'ai recueillis, c'est eux, leur colère à eux. Les pompiers, de ne pas avoir eu assez d'ordre, de ne pas savoir ce qu'ils devaient faire exactement quand ils sont arrivés sur place. Certains sont arrivés avec des tronçonneuses parce qu'ils avaient cru qu'il fallait dégager les routes des arbres qui seraient tombés. Or, ce n'était pas ça. Donc, ils étaient en colère de ne pas avoir été prévenus à temps pour pouvoir réagir professionnellement parlant. Et les pêcheurs, juste en colère qu'on ne les laisse pas faire, parce que certains ont voulu aider justement les sinistrés lors de la fameuse nuit, et on leur dit laissez faire les professionnels. Or, eux aussi sont des professionnels de la mer, étant donné que ce sont des pêcheurs. Donc c'est ça, c'est leur témoignage à eux que j'ai retranscrit avec leur colère. On a l'impression, en vous lisant, Fiona Loriol, que tout de même c'était un peu inorganisé, tous ces secours, non? Tout à fait. En fait, je voyage assez souvent à l'étranger, en Afrique et en Asie. Et c'est vrai que quand je voyage et que c'est un peu désorganisé dans ces pays-là, je me dis, mais ça se passe pas comme ça en France. Et là, lors de cette catastrophe, personne n'était prêt à réagir après la catastrophe. Qu'on n'ait pas réussi à voir venir la catastrophe, donc la tempête, peut-être, mais après, quand ça s'est passé, que nous, sinistrés, on puisse pas réagir directement, d'accord, mais qu'il n'y ait pas une tête pensante un peu plus haut qui soit là pour nous aiguiller, nous aider, nous dire ce qu'il faut faire, qui soit pas là pour mettre les associations, etc., pour les organiser. Ça, c'était catastrophique. Et notamment, vous en voulez, enfin je ne sais pas si vous en voulez, mais en tout cas vous soulevez un petit peu la non-activité, ou pas autant d'activité que vous l'auriez souhaité, de la part du représentant de l'État, je veux dire du préfet, à un moment donné, dans votre livre. Tout à fait. Lui, justement, quand il est venu sur place pour annoncer le fameux zonage qui a fait polémique, on s'attendait à quelque chose de réfléchi, vu d'où ça venait. Donc, et on a été déçus par le peu d'informations perçues. Il parlait que des zones noires, mais pas des autres zones. Donc, tout le monde était dans le vague, justement, par rapport à ça. Et ce monsieur disait, mais moi, de toute façon, c'est pas de ma faute, parce que je suis en poste que depuis 2 mois. Donc... Ce qui est d'ailleurs la vérité. Tout à fait, mais en même temps, il a un poste à responsabilité, donc les responsabilités vont avec... D'accord. C'est depuis 15 jours. Voilà, ça c'est arrivé depuis 15 jours. Oui. Parce que lui, il avait dit 2 mois à l'époque. C'est pour ça que j'ai redit ce qu'il avait dit. Oui, alors vous, Philippe Eccal, en revanche, je ne veux pas dire que vous faites l'éloge du représentant de l'État, mais vous le trouvez plutôt
que c'était pas mal, quoi, ce qu'il a fait. Ouais. Alors, effectivement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Fiona. Parce que je crois que le préfet, non pas que je sois son avocat, d'ailleurs, de temps en temps, il me taquine un peu en me reprochant de m'ériger en procureur. Mais je suis pas son avocat, mais je crois au contraire que quand il est arrivé, et lorsque Cynthia s'est produit, il a été capable de mettre en place une organisation efficace, de gérer effectivement les secours, de gérer les bénévoles. Et je crois qu'à ce niveau-là, il y a peu de reproches à lui faire. Alors après, sur les zones noires, là c'est encore autre chose. Les zones noires, effectivement, ça a été fait dans une certaine forme de précipitation. Il ne le déclarera pas publiquement, évidemment, puisqu'il est serviteur de l'État, mais je crois qu'au fond de lui, il sait que les choses se sont faites très vite, trop vite concernant les zones noires. Par contre, concernant effectivement la désorganisation, encore une fois, je crois que non. Évidemment, vous, Fiona, vous êtes dedans, vous êtes sinistré, donc vous vivez ça de l'intérieur. Il y a beaucoup d'émotions, mais je crois que moi qui suis plutôt, on peut comprendre qu'il y ait de l'émotion. Bien sûr. Mais moi qui suis plutôt à l'extérieur, qui ai regardé ça en tant qu'observateur, je pense que ça serait lui faire un faux procès que de dire que l'après-Cynthia a péché par désorganisation. Vraiment, il y avait un climat, il y avait une pagaille, vraiment. Il y avait les forces de l'ordre qui étaient là, il y avait les militaires qui étaient là. Ça pouvait donner l'impression d'une forme de pagaille, mais je crois que c'était très organisé en réalité. Mais en même temps, les forces de l'ordre qui étaient là, mais tout le monde se faisait piller et eux ne faisaient rien. On nous demande de faire un pass pour pouvoir circuler dans la ville. Il a servi 1 heure. Le fameux pass, parce qu'après ils étaient complètement débordés. Donc c'est ça que je critique. Donc dans ce cas, ne nous faites pas perdre de temps à faire un pass qui ne servira à rien. Oui, non mais évidemment, il y a certainement eu à certains moments de cette histoire, qui est quand même une histoire hors du commun, extraordinaire, Cynthia, il y a forcément eu à certains moments un peu de cafouillage. Mais je crois que dans l'ensemble, l'après Cynthia a été plutôt bien géré. Je n'en dirais pas autant de l'avant Cynthia. Là, il y a peut-être eu un certain nombre de cafouillages à tous les étages, y compris dans l'administration. Mais par contre, par rapport à mes reportages, justement, quand j'ai vu les gens, c'est surtout l'après-Cynthia qui les a marqués, justement, cette désorganisation, le fait de se sentir seul malgré toutes les associations, malgré tous les bénévoles, le fait d'être complètement isolé et pas du tout aidé. Comme disait Joël, on peut comprendre qu'effectivement, quand on est plongé dans cette émotion, dans cet événement hors du commun, eh bien qu'on considère que dès qu'il y a un souci, on impute la responsabilité de tout ça à l'État et au préfet. En même temps, sans parler de l'État, sans parler du préfet, pareil pour les associations. Quand vous voyez que la Croix-Rouge et la sécurité civile se chamaillent les ordres de mission et que les bénévoles qui ont pris leur journée de leur travail pour venir aider et qui se retrouvent à se griller une cigarette sur un muret parce qu'ils n'ont pas de mission à faire alors que les sinistrés ont besoin d'eux, ça aussi, c'est complètement hallucinant. Je pense que l'organisation a été de haut niveau, parce que si elle n'avait pas été de haut niveau, il y aurait eu sans doute beaucoup plus que les 29 morts, je crois, vraiment. En particulier les secours, les premières heures après Cynthia ont été déterminantes. Et s'il n'y avait pas eu une organisation efficace, on aurait eu davantage de morts. Alors, une parole, si vous permettez tous les deux, une parole d'apaisement, là, je vais citer Philippe Écal, à côté du préfet, le maire de la Faute. Bon. À cette époque-là, ce n'est un secret pour personne, dites-vous, les deux hommes ne peuvent pas se supporter. Vous voyez, je vous avais dit que ce serait l'apaisement. Pour le préfet, les prises de parole, voire la composition de la salle, au cours de cette présentation des zones noires, ont été orchestrées par le maire René Maratier. Autrement dit, bagarre entre préfet et maire. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les choses ne se sont pas véritablement arrangées. Il y a un peu de désamour, si je puis dire, entre le préfet, M. Brault, et René Maratier, le maire de la Faute. C'est vrai que sur le plan des personnalités, ils ne se ressemblent pas du tout. Sur le plan des interventions en public, là encore, il y a un fossé colossal entre eux. Et puis, il y a eu des maladresses de la part de René Maratier.
Je pense qu'en ce qui le concerne, on lui reproche souvent de ne pas être en empathie avec les sinistrés, avec les naufragés de Xynthia. Je crois qu'en réalité, d'ailleurs il fait partie aussi des sinistrés, il est en empathie, mais il est dans une espèce d'incapacité chronique à formuler et à exprimer cette empathie. C'est son plus grand drame, je pense. Voilà. Et monsieur le préfet, lui, a su, je pense, sans vouloir me faire son avocat encore une fois, a su exprimer cette compassion, mais il s'est montré d'une fermeté parfois... Oui, il y en a peut-être un qui est formé par l'école des sciences politiques et l'autre tout simplement par le terrain. Absolument, c'est peut-être ça. Absolument. Mais d'ailleurs, celui qui a été formé sur le terrain et par le terrain, M. René Maratier, ça plaît beaucoup aussi aux Fautets. C'est pas un hasard s'il a été élu et réélu maire, c'est que cette personnalité, cette façon d'être, finalement un peu brute de décoffrage, eh bien elle plaît aussi aux habitants. Que, justement, par rapport au témoignage que j'ai recueilli, ce qu'il lui reproche, c'est de ne pas avoir montré assez de compassion, de ne pas avoir fait preuve d'humanisme et d'être présent justement auprès des sinistrés. Parce que d'accord, lui aussi a été sinistré, mais quand on est maire, on laisse de côté nos propres affaires pour s'occuper des élus, enfin de ceux qui nous ont élus, tout simplement. Si je comprends bien, Philippe Ecal, si je comprends bien, Fiona Loriol, vous posez la question tous coupables, mais je crois qu'elle donne les réponses, hein, Fiona Loriol. Non. Ah, là, il y a déjà 2 coupables, là, non, apparemment. Non, je dis qu'il y a une mauvaise organisation des catastrophes et qu'il faudrait y remédier, parce que ça peut arriver à tout le monde, ça sera peut-être pas par l'eau, ça peut être dans la montagne, ça peut être de partout, et la catastrophe, ceux qui n'ont pas perdu de proches peuvent s'en sortir, mais l'après-catastrophe, ça les replonge, ça vous enfonce la tête sous l'eau. Et on s'y attend pas du tout. Et c'est ça qui est le plus brutal finalement, pour ceux qui n'ont pas perdu de proches, c'est ça qui est le plus brutal, l'après-catastrophe. Parce qu'on ne s'attend pas à avoir une seconde vague en pleine figure. La tête sous l'eau, c'est le cas de le dire. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a même, vous évoquiez tout à l'heure les zones noires, ça a été d'une certaine façon la 3e vague. Oui. Parce qu'il y a eu les secours, et ensuite il y a eu ce zonage. Que personne n'a compris d'ailleurs. Que personne n'a compris, effectivement, puisque ce zonage, on trouvait des maisons qui étaient dans les zones noires alors qu'elles avaient été épargnées par Xynthia. Donc effectivement, c'était incompréhensible. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que selon certaines informations qui courent ici ou là, monsieur le préfet était partisan d'un zonage qui soit sans doute un peu plus élargi encore. Donc il était partisan plus musclé, plus féroce. Ouais. Mais moi je pense qu'il aurait fallu demander l'avis aussi aux sinistrés qui étaient sur place, donc justement ceux qui n'ont pas été touchés, qui n'ont pas compris pourquoi eux, parce qu'ils étaient sur la gauche, ils étaient démolis, et ceux sur la droite qui ont eu 1,50 m d'eau ne sont pas démolis. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, la carte... Tout à l'heure, je crois que s'il y a eu cafouillage, c'est me semble-t-il moins dans les secours, encore une fois, et dans les opérations d'urgence que dans le zonage et l'élaboration des zones noires. Là, il y a eu un vrai cafouillage et on l'a payé, tout le monde l'a payé et le paie encore aujourd'hui. On a confondu vitesse et précipitation et en ayant voulu aller très vite, eh bien effectivement, on s'est pris les pieds dans le tapis et il a fallu détricoter en permanence en donnant l'illusion qu'on ne détricotait pas. Et ça a été la posture délicate de l'État et du préfet. Alors, je voulais vous poser une question à tous les deux. Est-ce que cette catastrophe, à côté des aspects dramatiques et humains que l'on connaît, est-ce que, selon vous, il y a eu aussi un drame économique, Fiona Loriol? Un drame économique pour les habitants. À la suite de cette... Voilà, pour les habitants, un drame économique. Car vous n'en faites pas tellement état. D'après vous, je parlais, par rapport à l'argent, c'est pas le principal moteur dans la vie. On peut s'en sortir, mais économiquement parlant, rien que en parlant de mes parents, donc, qui ont perdu, 300 000 € parce qu'ils avaient un terrain constructible qui ne l'est plus et qui n'auront jamais cet argent. Et cet argent, ils pensaient l'avoir pour leur retraite. Voilà. Donc, économiquement parlant, déjà, rien que ça. Moi, je pensais aux conséquences sur le tourisme, aux agriculteurs qui ont perdu pas mal de choses dans l'affaire, aux commerçants, que sais-je encore. Ils faisaient des locations d'appartements et c'est vrai que quand il y a eu la tempête, ils ont essayé de relouer et au mois de juillet-août, on nous posait la question savoir si on avait encore de l'eau, si on était à tête sous l'eau. Et cette année encore, ma mère essaye encore de relouer et on a encore les mêmes questions. Est-ce que les routes sont pas praticables pour venir jusqu'à La Faute, etc. Ou certains nous raccrochent au nez. La Faute-sur-Mer, mais vous êtes malade de louer là-bas. Donc c'est vrai que
économiquement, touristiquement parlant, ça a fait mal. Philippe Eckel, votre avis là-dessus? C'est effectivement un drame économique pour la commune, pour les communes d'ailleurs, et la solution pour s'en sortir aujourd'hui, parce que ce qui se passe aussi avec les zones noires, c'est qu'il y a derrière le PPRI, le plan de prévention des risques contre les inondations, ce qui fait que la commune de La Faute et la commune de l'Aiguillon se retrouvent avec des surfaces habitables qui sont rétrécies. Qui dit moins d'habitation dit moins d'habitants, dit des commerces qui moins de consommation, moins de commerce, moins d'activité au sens moins d'activité économique au sens général du terme. Donc c'est effectivement pour ces deux communes une catastrophe. La solution, ou l'une des solutions, ça serait sans doute l'intercommunalité, sauf qu'on s'aperçoit depuis des mois que entre La Faute et l'Aiguillon, ça se tire dans les pattes. Voilà, ça se regarde comme chien et chat, si je puis dire. Pour quelle raison? Alors, pour quelle raison? Officiellement, pour des questions, des considérations socio-économiques. Je crois qu'officieusement, il y a aussi des considérations bassement politiques. Vous voulez que j'en dise plus? Bassement politique, ça veut dire. Pour les élections municipales à venir, non? Pour les élections municipales, ou simplement pour prendre des responsabilités et le pouvoir au niveau des intercommunalités. Avec des communes qui basculent dans une intercom, on peut faire basculer la majorité. Bon. Alors, écoutez, justement, on va y arriver. Il y a eu beaucoup de visites protocolaires, domiciliaires, efficaces, etc., au cours de ce drame. Et qu'est-ce que vous avez pensé l'un et l'autre de ces visites officielles, des notables, par exemple? Alors, si je vous lis, Fiona, si je vous lis bien, et je pense le faire, alors, le président de la République est venu... paraît normal tout de même. Vous dites suivi de ses sbires. Le mot sbire est un peu péjoratif, non? Non, c'est... De ceux qui l'accompagnent, oui, péjoratif parce que justement, les toutous qui suivent le personnage, quoi. Votre avis? Oui, ça correspond complètement à l'image du président de la République. Quand un événement grave se produit, il est prompt à se déplacer. Et ça paraît tout à fait d'ailleurs logique. Il exprime la solidarité nationale en venant sur place. C'est logique. Ce qui correspond aussi complètement à la personnalité de Nicolas Sarkozy, c'est ses déclarations qu'il a fait lors de sa deuxième visite en Vendée au Conseil général, où il avait annoncé les zones noires. Et là, on est vraiment en plein sarkozysme, si je puis dire, en pleine gouvernance sarkozienne, avec un président qui annonce des zones noires dans la foulée, qui doivent se faire dans la semaine ou dans les 15 jours. C'est effectivement ce qui se produit. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, quand une émotion considérable se produit, il réagit, voire surréagit, au risque, encore une fois, que chacun se prenne les pieds dans le tapis. Et c'est ce qui s'est produit avec les zones noires. Mais que fallait-il faire? Ne pas réagir? Ou prendre son temps, d'après vous? Vous posez la question essentielle, me semble-t-il, puisque si l'État n'avait rien fait, on aurait dit, voilà, l'État est impuissant, incapable, etc. Si l'État va trop vite, on lui dit, vous allez trop vite. La ligne de crête pour l'État était très compliquée à trouver. Oui, mais il faudrait qu'il réfléchisse, justement. Ah bon. Et poser et réfléchir. Vous pensez qu'il faut que le président de la République réfléchisse, ça que vous me dites? Oui. Du moins, peut-être pas lui en particulier, mais normalement, il a des gens qui l'entourent et ces personnes devraient être censées être aptes à réfléchir, oui, tout simplement. Voilà, alors on va passer à un autre sujet de vos livres à tous les deux, les réparations. Les réparations en particulier, je veux parler des assurances. Parce que là-dedans, les assurances ont un rôle important à jouer. Et à payer peut-être. Or, les assurances, donc il y a eu des expertises. Vous, Fiona, vous dites, et les contre-experts, vous n'êtes pas très tendre avec eux d'ailleurs. Tendre avec personne en fait. Écoutez, oui, enfin, voilà. Et voilà ce que vous dites s'agissant des contre-experts, donc les assureurs, quoi. Ils arrivent par dizaines sur les lieux de l'incident comme une meute, prêts à se bouffer entre eux, et vous distribuez avec un sourire de Père Noël leur carte de visite. Bon, ils prennent de votre temps pour vous expliquer mathématiquement, grâce à eux, vous éviterez de vous faire arnaquer par votre assureur, c'est dans le texte, vous certifiant que eux sont les gentils et non le contraire. Vous n'y allez pas par quatre chemins, là, non? Vous persistez dans votre... C'est comment je l'ai ressenti quand ils sont arrivés, tout simplement. Et
c'est vrai que quand ils sont arrivés, déjà les experts, moi je pensais qu'ils venaient, qu'ils regardaient ce qu'il fallait faire, qu'ils nous aidaient à faire les papiers, etc. Ce qui n'a pas du tout été le cas. Ils nous ont dit, vous faites des listes de ce que vous avez perdu, vous me faites ça un listing super bien fait sur ordinateur, etc. Et après, une fois que j'aurai tout ça, je ferai mes petits calculs, etc. etc. Et c'est vrai qu'on perd beaucoup de temps à faire, finalement, je pensais, leur travail, tout simplement. Philippe Ecal, Xynthia, l'enquête tous coupables, c'est le titre de votre livre. Point d'interrogation, réponse. Alors, qui est coupable? Tous? Un peu? Personne? Est-ce que vous posez la question? Mais nous, on voudrait bien une réponse tout de même. Oui. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit à moi d'apporter la réponse. Mais c'est trop facile. C'est trop facile. Je suis coupable, et puis vous vous débrouillez. Voilà, moi, c'est fini. Alors, effectivement, ça peut être considéré comme un peu facile. Et en même temps, je crois que je renvoie les lecteurs et tous ceux qui ont vécu de près ou de loin ce drame, je les renvoie justement à cette problématique. Ils doivent, et chacun d'entre nous, on doit se poser la question de savoir quelle est notre responsabilité dans ce drame. Et je trouve que, évidemment, peut-être le maire ou peut-être les élus ont des responsabilités parce qu'ils ont fermé les yeux sur des risques potentiels. Mais ça serait trop simple qu'on ait comme ça un bouc émissaire avec un élu ou un adjoint qui soit responsable de tout. Il faut savoir que quand il y a des permis de construire qui sont accordés, il y a aussi un contrôle de légalité qui est exercé par l'État. Donc voilà, donc déjà on s'aperçoit que au-delà de la commune, il y a aussi l'échelon État qui peut avoir une responsabilité. Les habitants eux-mêmes qui souhaitent ardemment avoir une maison à la Faute ou à l'Aiguillon ou sur tout le littoral. Il y a une espèce de mythe aussi qui consiste à avoir sa maison les pieds dans l'eau. Ça vous rappelle quelque chose certainement, Joël, avec ces slogans qui fleurissaient dans les années 60 et 70 avec ayez un appartement les pieds dans l'eau. Bon, voilà, donc il y a une espèce de mythe comme ça qui fait qu'on avait tous envie finalement. C'est un attribut de la réussite aussi d'avoir une maison au bord de la mer. Donc nous, simples citoyens, simples habitants, les élus sans doute, l'État aussi, les promoteurs immobiliers aussi bien sûr, qui avaient de l'argent à réaliser. Etc. Et tous les corps de bâtiment. Donc ils sont tous coupables. Peu ou prou. Alors, peu ou prou, effectivement, je crois qu'il y a des degrés dans la responsabilité ou la culpabilité. Je reviendrai pas sur la fameuse phrase d'une ancienne femme politique qui disait responsable mais pas coupable. Mais effectivement, il y a des degrés dans la responsabilité, voire la culpabilité. Mais c'est la justice qui tranchera et qui décidera si oui ou non il y a des coupables dans cette affaire. Très bien. Pour terminer, juste un mot. Pensez-vous qu'une telle catastrophe puisse se reproduire? Et est-ce qu'on a prévu, au cas où elle se reproduirait, est-ce qu'on a prévu justement de la contrer d'une façon ou d'une autre? Je pense qu'aujourd'hui, on est prêt à faire face, ou on est davantage prêt à faire face à un autre événement comme Xynthia. Oui. Sauf que le prochain événement qui se produira sera différent de Xynthia, donc on ne sera pas forcément très prêt à y faire face. Tout à fait. Moi, je ne sais pas s'ils ont. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec Philippe. Je ne sais pas si on sera prêt parce que comme ça change tout le temps, les catastrophes varient. Donc en fait, on s'y attend pas. Alors qu'apparemment, on est dans le cycle des catastrophes à répétition. Quand on voit au Japon, etc. Apparemment. Bien, écoutez, merci à tous deux. Je rappelle vos livres à l'un et à l'autre. Donc, Fiona Loriol, Xynthia, Parole de sinistré, ça c'est édité aux éditions La Bruyère. Et puis Philippe Ecal, lui, a écrit Xynthia, l'enquête tous coupables avec un point d'interrogation, j'insiste, aux éditions Les Chantuseries. Merci à vous deux et bonne chance pour vos ouvrages, pour votre livre. Je voudrais terminer maintenant en signalant la sélection de Canal 15 Vendée et de Pleine Page de ce mois-ci. 4 bouquins, 4 livres intéressants que je vous recommande. Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, de Jonas Jonasson, aux presses de la Cité. Je ne sais pas si vous voyez le livre, voilà, ici je le présente. Donc voici pour ce livre-là. Un coup de cœur personnel, si vous me permettez, de Jean Telet, Charlie IX, paru chez Julliard. Charlie IX, c'est évidemment de Charles IX, le roi Charles IX, dont il est question, et de la Saint-Barthélemy. Ensuite, un livre intéressant aussi, Les lunettes de Heidegger, de Thaïsa Franck, paru chez Michel Lafon. Michel Lafon, c'est pas Robert Laffont, ne pas confondre, c'est un autre éditeur. Et puis un polar fabuleux de John Verdon, un thriller qui s'intitule 658, lui paru chez Grasset. Voilà, merci encore une fois à tous les deux. Rendez-vous le mois prochain.